Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. Vous le savez, la promesse est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons avec au sommaire de ce 2 juillet la décision américaine de stopper la livraison de missiles antiaériens et d'obus à l'Ukraine. Était-ce prévisible? Quelles conséquences sur le front alors que les soldats russes progressent depuis des mois? À quoi a servi ce coup de téléphone de 2 heures entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Hier, l'Ukraine va-t-elle devoir accepter une trêve pour ne pas perdre encore plus de territoire? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, le bilan des 9 premiers mois de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Et il vante ses bons chiffres. Au premier trimestre, désormais, de tous les pays d'Europe, la France est le pays des 27 qui éloigne le plus d'étrangers en situation irrégulière. Ensuite, pour ce qui concerne les régularisations, moins 30% depuis ces derniers mois. Là encore, sur les naturalisations, moins 17%. Sur les éloignements forcés, plus 17%. Bruno Retailleau peut-il vraiment s'enorgueillir de ses résultats sur l'immigration? Est-ce une fiction, comme le dit Marine Le Pen? A-t-il relancé les contrôles au faciès avec ses opérations en gare visant les sans-papiers, comme l'affirment ses contempteurs de gauche? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, une nouvelle illustration de la doctrine America First de Donald Trump face à la baisse des stocks de munitions de son armée. Il a décidé de ne plus livrer l'Ukraine. Cécile Sixou. Système de défense patriote, artillerie de précision, missiles Hellfire. Ces armes, les États-Unis ne les livreront plus à l'Ukraine. La Maison-Blanche dit vouloir préserver ses stocks d'armement et mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Mais pour l'Ukraine, le moment est mal choisi. En pleine offensive russe, Kiev perd un soutien de taille. L'aide américaine représente 20% de l'armement sur le terrain. Cette décision va affaiblir l'Ukraine, mais selon cette spécialiste, elle ne la mettra pas pour autant à terre. Il y a plusieurs éléments qui font que malgré cette décision américaine, la défense de l'Ukraine va tenir parce qu'il y a l'aide des Européens et il y a aussi la production dans l'Ukraine elle-même. On sait déjà que les Ukrainiens aujourd'hui produisent pas mal eux-mêmes des armes. Ils ont lancé la production des missiles eux-mêmes. Jusqu'à présent, les États-Unis poursuivaient l'aide militaire initiée sous Joe Biden. Mais Donald Trump, depuis son investiture, affiche sa volonté de se désengager du conflit. C'est une tendance de fond de la part des États-Unis de se retirer des affaires du monde, en fait, de se concentrer sur les États-Unis. C'est tout le sens de America First. En tout cas, ce choix de la Maison-Blanche fait un heureux le Kremlin qui se réjouit. Si l'Ukraine reçoit moins d'armes, la fin du conflit sera plus proche. Comment tenir sans ces armes américaines? On en débat tout de suite avec Adrien Nonjon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Ukraine, auteur de ce livre « Le régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre » aux éditions du CERF. Patricia Lémonière, bonsoir, bienvenue à vous, grand reporter spécialiste des relations internationales et autrice de ce livre « Au cœur du chaos » publié chez Artaud. Lucas Manget, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Vous êtes grand reporter, notamment réalisateur avec Emmanuel Carrère d'un documentaire « Les trains dans la guerre » qui est disponible sur la plateforme France.tv. On en regardera un extrait ensemble tout à l'heure. Et Michael Darmon, éditorialiste politique. Bonsoir Michael, bienvenue à vous. Comment vous interprétez, Adrien Nonjon, cette décision américaine et peut-être aussi la temporalité? Pourquoi Donald Trump le fait-il aujourd'hui? Parce que je pense qu'il n'y a pas déjà de temporalité lorsqu'il s'agit de parler de politique étrangère trumpienne. Mais d'un certain côté, il y a quand même une forme de logique. Comme le rappelait Tatiana Kostiaeva-Jean, Donald Trump a fondé son argumentaire durant la campagne présidentielle sur le fait que cette guerre est loin du continent américain, qu'elle coûte très cher aux contribuables américains, ce qui lui a permis de renforcer son électorat et sa base MAGA. Et donc aujourd'hui, Donald Trump clairement tend à prendre ses distances avec l'Ukraine. De plus, j'ajouterais aussi que Donald Trump, au-delà d'être un président, reste avant tout un businessman. Pour lui, la diplomatie est avant tout un vecteur d'argent, d'échange. Et pour lui, eh bien, il s'agit tout simplement de revenir à un accord beaucoup plus concret qui est finalement des armes en échange d'un paiement substantiel. D'ailleurs, l'Ukraine avait évoqué la possibilité de payer pour ces armes. Est-ce qu'elle était prévisible, Patricia Lémonière, cette décision? Est-ce que c'est malgré tout une surprise pour l'Ukraine? Alors,
Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a effectivement la décision qui était très bien expliquée, qui obéit finalement à un motif, à des raisons politiques. Et puis, il y a une décision qui obéit aussi à des impératifs industriels. On a vu que les États-Unis ont livré quand même beaucoup d'armes à Israël, ont fait un énorme effort ces dernières années vis-à-vis de l'Ukraine. Et déjà à l'automne dernier, alors que le président Trump n'était pas aux manettes du pouvoir, déjà à l'automne dernier, il y avait des alertes sur la fourniture d'armement et des stocks d'armement qui commençaient à se vider aux États-Unis. Je vais vous donner un seul exemple que j'ai vu. Les États-Unis ont... Ça, c'est les chiffres de septembre. On n'en a pas depuis. On avait livré à l'époque plus de 8500 missiles pour les Javelins. Bon, ce qui était... ils n'en fabriquent que 1000 par an à l'époque, automne dernier. Donc, si vous voulez, les stocks se vident. De même, pour certains obus qu'ils ne fabriquaient plus, ils ont pratiquement vidé tout leur stock de ces obus. Alors, les Ukrainiens se sont tournés vers les Turcs, etc., pour en avoir. Mais donc, il y a une réalité aussi chiffré. Et quant à savoir, et j'en finirai par là, les Ukrainiens ont dit c'est pas grave, ceux que vous avez, on peut les acheter. Ah ben non, justement, ils ont dit vous pouvez pas nous acheter parce qu'on n'en a pas assez. Et là, alors là, ça satisfait vraiment Vladimir Poutine. On parle notamment du système de défense patriote, Lucas Mangé. À quoi sert-il et à quel point peut-il manquer à l'Ukraine dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Il va manquer cruellement parce que le système patriote, c'est ce qui permet essentiellement de protéger la capitale, Kiev, un certain nombre d'autres grandes villes ou de points stratégiques en Ukraine, mais essentiellement Kiev. C'est un système indispensable parce que c'est le meilleur système au monde pour créer une sorte de dôme de protection, un peu comme le dôme de fer israélien, qui assez simplement permet de contrer les missiles qui arrivent, qui sont lancés depuis la Russie ou depuis le Donbass, et de contrer l'essentiel de ces missiles. Or, depuis plusieurs semaines, les Russes font des frappes stratégiques extrêmement importante. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, 477 missiles et drones dans la même nuit, ce qui a pour effet de saturer le drone. C'est ce que faisait à l'époque le Hezbollah contre Israël. C'est un effet de saturation pour que les têtes chercheuses est fragilisé. Il est déjà fragilisé. S'il n'existe plus, Kiev va devenir l'espèce d'objectif, revenir, j'allais dire, comme objectif ultime de Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Kiev sont soumis à des bombardements intense, la population a peur. Elle était, depuis le début de la guerre, très protégée, honnêtement. À chaque fois qu'on est allé à Kiev, il y a des alertes de missiles, mais la plupart des missiles étaient interceptés. Là, ils ne le sont plus, ou de moins en moins. Et la disparition complète, si elle a lieu, de ce système, qui n'est pas remplaçable comme ça. Les Européens n'ont pas de système équivalent, aussi simple, aussi efficace. Voilà. Donc, si cette capacité de protection de la capitale disparaît, c'est extrêmement grave pour les Ukrainiens. Mais il y a quand même un peu de stock, entre guillemets, dans l'armée ukrainienne. On estime que le stock est... Enfin, vous allez peut-être me contredire, mais c'est autour de 2-3 mois encore. Ils peuvent tenir. Mais le problème... Ça va très vite. Ça va très vite. Bah, vu l'intensité des frappes russes, ça va vite. Le problème, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est que ce que cherche Vladimir Poutine, c'est à décrocher Zelensky de sa population. Pour l'instant, il a le soutien massif de la population. Mais si les frappes deviennent de plus en plus lourdes, s'il y a des pertes, eh bien là, je crois, alors que sur le front, on grignote, mais nous y reviendrons sûrement, on va en reparler, eh bien là, on risque d'avoir un décrochage de la population. Est-ce que les États-Unis sont encore un allié de l'Ukraine? C'est pas la première fois qu'on se pose la question, Adrien Donjon, mais à chaque décision finalement de Donald Trump, il est légitime de se la poser de nouveau, quoi. Les États-Unis sont un allié de l'Ukraine dès lors que les Européens sont là pour amener un petit peu Trump dans le droit chemin. Néanmoins, cette décision est quand même lourde de sens parce qu'elle contrevient d'ailleurs au plan même de paix que veut proposer Donald Trump. À ce stade, on a quand même 20% du territoire ukrainien qui est occupé par l'armée russe, dont des régions qui détiennent les principaux gisements de lithium dont il avait été question lors des pourparlers. C'est-à-dire que du coup, on a les Russes privent les Américains à la fois donc de cette manne financière à travers lesquelles ils avaient réussi à négocier en tout cas leur position face à Volodymyr Zelensky, et puis d'une certaine manière aussi les Russes contrecarrent en quelque sorte la politique occidentale qui cherche aujourd'hui à se détacher de la Chine en matière de terres rares. Donc clairement, cette décision-là contrevient complètement à ce que Donald Trump envisageait dès le départ. Alors on va parler de la réponse possible ou de la capacité de l'Europe à monter en puissance. On sait bien qu'elle est compliquée, mais les Ukrainiens eux-mêmes, dans notre sujet d'ouverture, il y avait cette idée que finalement les Ukrainiens eux-mêmes avaient quand même une capacité à produire eux-mêmes. Cette guerre, elle dure depuis plus de 3 ans. Donc ils se sont quand même... ils sont totalement en économie de guerre, ça c'est une évidence. Donc
Mais pas pour fabriquer eux-mêmes des systèmes patriotes, évidemment. Non, ils ne fabriqueront pas de systèmes patriotes et ils n'en ont pas la capacité pour le moment. Oui. En revanche, il ne faut pas non plus être complètement pessimiste dans le sens pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont démontré depuis le début de la guerre et l'invasion russe une capacité d'innovation militaire et technologique qui force le respect de toutes les armées du monde et notamment des armées européennes qui littéralement regardent ce que font les Ukrainiens avec attention. Donc, il va y avoir plus de morts, beaucoup plus de dégâts dans les grandes villes et notamment à Kiev, mais c'est pas pour ça que l'Ukraine va plier. La stratégie de Poutine qui vise à dire on va bombarder, faire beaucoup de morts et la population va se retourner contre Zelensky, je n'y crois pas une seconde. Les Ukrainiens ne vont pas aujourd'hui, après avoir résisté pendant 3 ans, se mettre à paniquer parce que la guerre devient beaucoup plus dure sur les lignes de front de l'Est et du Nord-Ouest. À Kiev également, mais c'est pas pour ça que c'est terminé. Oui. Et les Européens vont continuer. Le tuilage, j'allais dire, est très lent parce que on peut pas suppléer aux armes américaines aussi rapidement. Mais les Européens ont quand même largement augmenté leur capacité de livraison. La lassitude ou pas d'ailleurs de la population ukrainienne, on y reviendra un peu plus tard. Ça m'intéressera d'avoir votre avis aux uns et aux autres. Michael, vous vouliez intervenir. Par rapport à ce que vient de dire Lucas, c'est très important d'avoir en tête cette opération incroyable qu'ont réussi quand même les Ukrainiens à pilonner les avions russes avec des drones introduits ce qui quand même renvoie comme ça à d'autres opérations qu'on a vues récemment. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette capacité d'innovation, d'audace, et qui vient contrecarrer les plans massifs et assez classiques quelque part de la Russie. Et puis, Patricia, c'est quand même pas un lâchage complet des États-Unis. Ils continuent, j'ai lu ça en préparant l'émission, par exemple de livrer des pièces de rechange pour les avions, pour les F-16. Enfin, il y a un certain nombre. Voilà, c'est des armes spécifiques qui commencent effectivement à manquer dans les stocks de l'armée. C'est des armes aussi qui sont symboliques, j'ai envie de dire. Je veux dire, c'est symbolique et essentiel. Le Patriote, c'est les deux. Il est essentiel, comme vous l'avez dit très justement, pour la population, et il est aussi symbolique vis-à-vis de Vladimir Poutine, vous voyez. Donc là, on va avoir un vrai manque s'il n'y a pas d'évolution. On a des stocks, hein, ils ont 3 mois, donc ou un peu moins ou un peu plus. Je suis pas dans les hangars ukrainiens, mais en tout cas, ça peut s'ajuster. Et l'économie, comme vous l'avez dit aussi encore très justement, l'Ukraine est capable de fournir aujourd'hui plus de 40% de ses besoins sur un plan militaire. Alors on parle aussi de son innovation extraordinaire, etc. Mais en face, ils innovent. Ah, aussi. Regardez sur ce les que drones, les Russes notamment, il y a eu capables des de versions faire. différentes de drones. On a fait un débat complet sur la guerre des drones. Mais les Russes ont une capacité aussi d'innovation qu'il ne faut pas non plus, et ils ont une capacité d'adaptation à la situation. Lucas, je reviens vers vous pour parler de l'Europe. Il y a un dernier aspect pour ajouter à ce que vous dites, c'est que l'aide militaire, c'est pas seulement des armes. Ce que fournissent les États-Unis, c'est du renseignement militaire d'une précision extraordinaire. Les Européens aussi, qui permet des frappes en profondeur. Ça, pour l'instant, c'est un sujet qui n'a jamais été abordé, sauf une fois sous forme de menace par Donald Trump, mais dans un moment d'énervement maintenant devenu classique. Mais le renseignement militaire... Il avait quand même coupé le robinet pendant quelques jours. Pour montrer la capacité qu'avaient les États-Unis à mettre l'Ukraine en difficulté. Mais ils sont vite revenus en arrière. Et les généraux américains du Pentagone n'ont absolument pas l'intention de couper d'abord, ils en ont besoin de ce renseignement. Ils continuent à le fournir aux Ukrainiens. Et ça, c'est essentiel. Ça ne fait pas gagner une guerre, le renseignement électronique, mais ça permet d'ajuster, d'éviter et d'être beaucoup plus malin sur le terrain. Et l'Europe, Adrien Nonjon, parce que il y a eu cette mise en scène du sommet de l'OTAN avec l'engagement de monter à 5% du produit intérieur brut, qui a permis à Donald Trump d'arriver en héros, en tout cas de se donner une victoire politique, bien aidé par Mark Rutte d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN. Mais bon, on l'a déjà évoqué, il y a une montée en puissance, certes, mais pas une capacité à pallier le manque d'armes américaines. Il faut quand même le redire en quelques mots. Non, absolument. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit à propos de la livraison d'armes, bien sûr, les États-Unis, quand bien même ils se sépareraient des livraisons de missiles Patriot et Airstrike, je crois, ont affirmé par le biais de Elbridge Colbreit, le sous-secrétaire du ministère de la Défense américaine, qu'ils continueraient dans la mesure du possible, mais en préférant quand même ouvrir une voie vers des négociations. Donc il y a quand même ce double jeu à la fois, je continue à armer les Ukrainiens,
Européens, parce que si je les abandonne, ce sera une catastrophe. Et Donald Trump tient vraiment à avoir ce prix Nobel de la paix. En tout cas, il y rêve, le matin en se rasant, je pense. Néanmoins, pour revenir aux Européens, il est clair que Donald Trump cherche à les mettre devant de leurs responsabilités. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Emmanuel Macron dit qu'il peut porter les efforts à 3,5%. En revanche, les 5% de PIB prévus, annoncés par Donald Trump, sont impossibles. Vous voyez par exemple la position espagnole qui dit que c'est absolument intenable. Donc on a encore beaucoup de chemin pour pouvoir proposer une véritable politique de défense cohérente et tangible. Oui, avec parfois ce sentiment que plus le pays européen est loin des frontières de l'Est, moins il se sent concerné. Absolument. On peut aussi le comprendre. On va ouvrir un nouveau chapitre dans notre débat consacré aux efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a appelé Vladimir Poutine hier. 2 heures de conversation, Mickaël. Alors à qui ce sommet téléphonique, on peut l'appeler comme ça, ou visiophonique d'ailleurs, je pense qu'il y avait une visio, à qui il peut profiter et sur quoi peut-il déboucher? Alors quand on pose la question, évidemment, c'est tout de suite le froncement de sourcils du côté des conseillers présidentiels ou de ceux qui mènent la diplomatie, parce que bien évidemment, on rappelle que la France est membre du comité, membre du Conseil de sécurité, que c'est un grand pays qui, à ce titre-là, bien évidemment, parle avec la Russie et a un rôle à jouer pour pouvoir donc dénouer la crise. Mais en réalité, on voit bien que, quelque part, le président Macron a voulu rappeler au président une forme de temporalité en disant, si vous pensez que vous avez le temps, nous aussi, on ne lâchera rien. On restera effectivement tout le temps qu'il faut aux côtés de l'Ukraine. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a beaucoup insisté, non pas sur le contenu de cette conversation, mais sur son cadre. Vous vous rendez compte, ça fait 1024 jours de silence qui se sont rompus, comme si cela avait plongé Poutine dans un abîme de perplexité, le fait qu'il ne parlait plus au président Macron. Donc de ce point de vue-là, on a voulu quand même raccrocher quelque chose, mais on comprend bien que le président Macron, qui a toujours été aux côtés effectivement du président Zelensky, veut revenir dans le club de ceux qui parlent à Vladimir Poutine, même si ça le remet au centre du jeu, même si on comprend à travers les communiqués totalement parallèles, après la conversation, c'est pas le même monde, effectivement, que du côté de Vladimir Poutine, on ne bouge pas d'un iota en réalité. On continue à aller aux racines du conflit. Et donc revient à la question initiale, pourquoi cette conversation ? Oui, et pourquoi cette conversation et pourquoi maintenant, surtout ? Eh bien, parce que peut-être qu'on peut se poser la question du côté de l'Élysée en disant mais il trust tellement l'actualité du côté du Proche-Orient que ça va encore nous noyer, cette fameuse conférence des 2 États où on veut reconnaître la Palestine et montrer que la France avance, parce qu'il y a peut-être dans quelques jours une annonce sur un nouveau Moyen-Orient, encore avec Donald Trump qui truste ça. Donc peut-être faut-il revenir dans l'actualité des 2 heures de téléphone avec Poutine, 2 heures. Peut-être que, là aussi, il y a peut-être concurrence avec les 90 minutes qu'il y avait eu au départ. On s'en souvient en février. Parce qu'évidemment, on pense aussi à ça. Donc ça, c'était Trump-Poutine. Trump-Poutine. Là, Macron, il fait 2 heures avec Poutine. Ah, voyez, on peut faire mieux. Mais de ce point de vue-là, ça montre bien qu'effectivement, il y a un besoin pour le président de la République de continuer à rester sur le seul terrain sur lequel il est audible, dans ce moment très compliqué pour lui, c'est le terrain international. On sait, tous ceux qui le rencontrent en ce moment, on dit qu'il est un peu abrasif, le président, là. Il est un peu tendu. Parce qu'effectivement, il faut qu'il ait des résultats, qu'il arrête de subir l'actualité, qu'il arrête de la commenter. Et de ce point de vue-là, bien sûr, cette actualité peut permettre, parce que après les vacances, il y aura l'Assemblée générale de l'ONU et surtout la dernière étape de cet accord sur le nucléaire qui bientôt est forclos, bientôt est terminé, puisque ce sera la dernière étape pour pouvoir justement tenter de faire quelque chose avant qu'il soit totalement éteint. Bon, on a bien compris l'ironie. Maintenant, on va quand même essayer de peut-être rééquilibrer un petit peu. On peut parler de diplomatie du téléphone, Adrien Donjon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est un argument parfaitement valable aujourd'hui dans la mesure où, comme on l'a constaté, la France n'a pas entretenu de communication directe avec la Russie depuis le 11 septembre 2022. D'ailleurs, sur un enjeu nucléaire, il s'agissait à cette époque-là de parler des risques éventuels concernant la centrale nucléaire de Zaporijia. Mais cette diplomatie du téléphone, elle remonte quand même à une certaine histoire. Déjà, donc la guerre froide avec le fameux téléphone rouge. Bien sûr, et puis surtout un besoin... D'autres présidents français qui l'ont pas mal pratiqué. Oui, Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui essayait de maintenir le contact entre la France et la Pologne communiste en son temps. Néanmoins, ce que Emmanuel Macron cherche à montrer, c'est qu'aujourd'hui, le silence est plus mortifère
qu'autre chose. Si on ne prend pas la parole, les choses risquent de s'aggraver. Et puis aussi, la diplomatie du téléphone correspond au fait de se mettre sur le ton, le rythme de Donald Trump. Donald Trump, dans sa représentation du monde, aujourd'hui, c'est, pour vous résumer un peu, c'est « dis-moi à qui tu téléphones et je te dirai quelle puissance tu es ». Donc le fait de prendre comme ça son téléphone et d'appeler directement le président russe Vladimir Poutine, c'est montrer que la France, aujourd'hui, tient son rang de grande puissance. Et d'ailleurs, Patricia Lemonnier, au début de ce conflit, alors ça nous ramène trois années en arrière, mais Emmanuel Macron avait tenté, peut-être plus longtemps que d'autres chefs d'État, de maintenir le lien avec Vladimir Poutine. Pourquoi a-t-il cessé ? Parce qu'il y avait des exactions russes, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment il s'est dit ça sert plus à rien ? Il avait même fait fuiter, souvenez-vous, une de ces conversations qui avait fortement irrité le Kremlin, puisqu'on entendait une partie de la conversation avec Vladimir Poutine. Oui, je crois qu'à ce moment-là, il a compris qu'il ne ferait pas bouger le président russe et que c'était s'enfermer. Il y avait des critiques, on l'accusait de faire le jeu de Moscou. Donc ce n'était plus soutenable à la limite. Là, dans cet appel, il faut quand même bien le dire, il était essentiellement consacré à l'Iran. Oui, on va en parler. Mais je vais être très bref sur l'Iran. Allez-y sur l'Iran, on reviendra à l'Ukraine essentiellement après. consacré à l'Iran. Et pourquoi essentiellement consacré à l'Iran ? D'abord parce que les deux hommes partagent la même vue, non au nucléaire iranien. Mais Emmanuel Macron était un des plus durs en Europe et le président russe a complètement... Ils ont participé ensemble aux mêmes négociations sur l'accord du JCPOA, enfin l'accord sur le nucléaire. Et puis surtout, sur la question ukrainienne, le président Macron a quand même réussi avec les Européens à revenir un peu dans le jeu. On est quand même là sur l'Ukraine. On fait des choses. On se réunit, on montre, on fournit des armes. On est actif. Sur le Proche-Orient, à part la fameuse initiative sur Gaza, mais ce n'est pas de Gaza dont il était question, mais de l'Iran. Sur l'Iran, c'est vraiment Trump qui est à la manœuvre avec les Iraniens et Bibi Netanyahou. Mais pas du tout les Européens, c'est la cacophonie la plus totale. Et donc là, on veut enfoncer un clou sur ce thème-là qui est, aux yeux du président français, essentiel. On va rester sur la question européenne, mais quand même, est-ce que c'est aussi Donald Trump, Lucas Manget, qui a, alors je mets des guillemets, mais rendu Vladimir Poutine de nouveau fréquentable ou appelable, quoi. Oui, absolument. Avant même de revenir à la Maison-Blanche, il continuait à dire qu'il parlait régulièrement à Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine était son ami. Donald Trump a fait état de cette admiration qu'il a pour Vladimir Poutine et donc d'une certaine manière a décomplexé les autres en disant finalement on peut lui parler. On sait que ce sont des coups de fil avec Vladimir Poutine qui ne servent à rien. À part à des opinions publiques intérieures, en l'occurrence pour Macron en France et en Europe. Mais Poutine ne lâche, vous le disiez Mickaël, à rien, absolument rien. Sur l'Ukraine, mais même d'une manière générale, Vladimir Poutine, à la grande différence des dirigeants des démocraties occidentales, il a le temps pour lui. Il sait qu'il est là pour les 15 prochaines années. Il n'a pas d'opinion à convaincre, il a des élections qu'il sait qu'il gagnera, et donc il a absolument... Et sur l'Ukraine, il ne bouge pas une seule ligne, au contraire. Donc, avec Trump, non ? Avec Trump. La seule différence la seule différence entre les coups de fil de Trump à Poutine et ceux de Macron à Poutine, c'est que Emmanuel Macron a prévenu ses homologues européens, a prévenu avant Zelensky qu'il allait faire ce coup de fil, a débriefé ensuite les Européens et Zelensky. Donc d'une certaine manière, ça permet juste de remettre un peu de collectif. Vraiment, je vais vous donner la parole sur l'Europe. Est-ce qu'Emmanuel Macron parle au nom, ou en tout cas en coopération avec d'autres leaders européens ? Je vais vous entendre là-dessus. Mais Patricia, quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on parle directement à Vladimir Poutine, l'idée de faire entendre une autre musique que celle de Donald Trump, une autre musique peut-être que certains de ses conseillers, parce qu'on imagine un Poutine très enfermé dans sa parano, dans sa tour d'ivoire. Donc je ne dis pas que ça marche, mais il y a peut-être cette idée-là. Alors ça ne marche probablement pas, mais en tout cas, il est enfermé avec ses conseillers. Medinsky, on le voit, enfin, il y a tout autour de lui certains personnages, plus du tout Lavrov et les autres, qui lui racontent la musique qu'il veut forcément entendre. Alors j'ose espérer que le président russe est plus malin, mais on a bien vu qu'il était peu malin en ce qui concernait les attaques, le front, etc. Donc il est enfermé quand même dans un récit qu'on lui porte, parce que tout chef qui se prétend
le patron qui a le droit de vie et de mort sur les gens qui l'entourent quand même. Eh bien, on ne va pas le contredire. Donc effectivement, le président Macron, lui, Vladimir Poutine, n'a pas le droit de vie et de mort sur le président Macron. Donc sur certaines questions, il peut complètement lui faire dire, mais tu sais, sur le front, là, on te dit que c'est bon, mais c'est comme ça sur le front. Il peut lui communiquer des informations, et je pense que même communiquer des informations à Vladimir Poutine, même si ça ne le fait pas changer d'idée, c'est quand même déjà quelque chose. Ok, très intéressant. Sur l'Europe, votre avis, est-ce qu'il y a concertation, coordination? Parce qu'on a quand même un Emmanuel Macron un peu fragilisé sur la scène européenne. Voilà, est-ce que malgré tout, il porte un peu une voix européenne quand il passe 2 heures au téléphone avec Poutine? Est-ce que c'est pas uniquement la France qui parle d'une certaine façon? Non, oui, clairement. Emmanuel Macron, depuis le départ, a toujours essayé de ne pas faire porter haut la voix des Européens. Et même aujourd'hui, en tout cas, je pense que ce coup de fil a été échangé de manière extrêmement lucide lorsqu'il s'agit de penser finalement à la puissance européenne, à son rôle dans la résolution du conflit. Pourquoi ça? Je vais juste citer une phrase de votre confrère Patrick Besson qui disait que l'Amiénois ne regarde pas à la dépense lorsqu'il s'agit de faire claquer son nom sur la scène internationale. Ici, l'Amiénois, c'est Emmanuel Macron. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que finalement, Emmanuel Macron est extrêmement lucide. La France et les Européens n'ont ni les moyens militaires que les Américains, ni la brutalité des Russes pour se faire entendre. Ce qu'il leur reste, c'est le dialogue. Et donc cette reprise du dialogue montre justement comment que les Européens ne sont pas prêts à abandonner l'Ukraine. D'ailleurs, c'est ce qu'il a réaffirmé au président russe. Donc, d'ailleurs, bon voilà, pour résumer un peu, ils ne se sont pas compris. Ils se sont écoutés. Il faut rappeler que l'échange a quand même duré 2 heures. On est très loin d'un échange technique très court. Et c'est déjà, en quelque sorte, une forme de pouvoir ou d'expression de la puissance. Oui, effectivement. Même si on a aussi beaucoup parlé de l'Iran. Et peut-être que là, les positions pouvaient se rapprocher un petit peu plus en tout cas sur le nucléaire militaire iranien. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre sur l'aspect très meurtrier, évidemment, de ce conflit. Et la capacité à l'Ukraine de tenir dans la durée, ça me semble évidemment être un enjeu majeur. Et je vais m'appuyer pour démarrer par un extrait de votre documentaire, Lucas Manger. Alors, vous avez, je crois, sillonné vraiment l'Ukraine à bord de ces trains qui continuent de fonctionner, qui notamment permettent aux familles d'aller rendre visite aux troupes ou aux troupes de partir éventuellement en permission. Et notamment, il y a ce témoignage d'une grand-mère rencontrée dans l'un de ces trains ukrainiens. On l'écoute tout de suite. Покровске были, в Димитрово были вы? Нет, не были вы, не были. А там бахают и днем, и ночью. Все уже разгоцали. Ничего, тут и школы, все. 4-5 дней вообще света не было. Все повыкидали продукты, все, понимаете, все, что было, все выкинули. Ничего нету. Что от этого изменится, что вот это интервью берете? Для людей. Людей уже нету, понимаете, нету. Людей нету. Нормальные люди уже погибли все. Ничего хорошего. Больница выехала, морг выехал. Люди в подвалах сидят. Нормально? Кто заболел, кто роют могилки возле дома. Это жизнь называется. Как собаки, хуже будет, чем с этого. Encore des documentaires où on entend les voix originales et pas forcément des voix off, où c'est sous-titré et où je crois il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires, non, pas de commentaires et pas de doublage. Ok, bon, ça parle à nos techniques journalistiques, mais ça donne aussi une véracité évidemment à l'ensemble des trains dans la guerre. Voilà le titre de ce documentaire co-réalisé avec Emmanuel Carrère, qui est donc disponible sur France.tv. La lassitude, vous avez commencé à répondre à la question tout à l'heure, parce qu'on se dit 3 ans et 4 mois, plus de 4 mois de guerre, forcément, elle doit exister. Bien sûr, elle existe et on l'entend dans le témoignage de cette femme, qui est particulier parce qu'elle venait d'être évacuée de la ville de Pokrovsk, dans l'Est, qui est une ville que les Russes tentaient de prendre à ce moment-là. Et donc l'armée ukrainienne évacuait les derniers habitants. Et notamment, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes âgées, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde, ne veulent absolument pas quitter les endroits et se disent « je reste jusqu'au bout ». Et puis
à un moment, il faut dans l'urgence évacuer. Et c'était le cas de cette femme qui avait tout perdu, son mari, sa maison, voilà. Donc elle était dans un état de colère, de tristesse, et de peur aussi sans doute de l'avenir, très désespérée. C'est pas le cas de tout. Vous l'avez pas ressenti partout, quoi. Non, pas clair, partout. hein. Alors évidemment, plus on s'approche des lignes de front, qui est logique, plus l'inquiétude grandit, parce que quand on est à Kiev. Encore, la situation vient de rechanger à Kiev. Mais cet hiver, par exemple, à Kiev, il y avait des gens sur des terrasses de café. Le système de protection de la ville fonctionnait relativement bien. Et donc, on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait deux pays. Un pays proche des lignes de front, très concerné par la guerre au sens littéral du terme, humain, et un pays qui vivait presque comme un pays européen. Ça leur a d'ailleurs été beaucoup reproché aux Ukrainiens. La réalité, elle est évidemment plus complexe que ça. C'est que c'est un pays qui est intégralement concernés par la guerre, à des degrés divers de proximité. Mais cette lassitude n'empêche pas le combat, la volonté de résister. Je pense que ce que les Ukrainiens continuent à montrer après presque 3 ans et demi, vous l'avez dit, de conflit, c'est une capacité de résistance et de résilience. Et ça, les Russes ne l'avaient absolument pas anticipé. Qui avait bluffé la terre entière, et notamment les Russes, dès le début du conflit, puis mois après mois. Mais regardez ce qui se passe en ce moment dans des batailles. Les Russes avancent très massivement, c'est-à-dire qu'ils avancent très peu en territoire, mais avec des opérations militaires gigantesques. Des dizaines de milliers d'hommes mobilisés, probablement des milliers de morts à chaque offensive. Mais en face, ils ont une résistance ukrainienne des soldats et de la population acharnés. Et c'est parce que quand on regarde l'ampleur de ce que déploient les militaires russes sur le terrain, face au peu de terrain qu'ils gagnent, c'est sidérant. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le bilan humain de cette guerre, alors qui est difficile à faire. Hein, le think tank, cercle de réflexion américain Center for Strategic and International Studies a publié, c'était il y a quelques semaines, mardi 3 juin, donc ça n'a pas massivement changé ce bilan. 1 million de victimes côté russe, alors on parle de morts et blessés, il y a 250 000 morts, 400 000 côté ukrainien, dont 60 000 à 100 000 morts. Beaucoup de précautions par rapport à ces chiffres. Moscou sous-estime certainement le nombre de morts et de blessés. Et Kiev, il n'y a pas de bilan officiel. Donc bon, voilà, on fait confiance à ce think tank et c'est pour ça qu'on a décidé de vous donner ces chiffres. Il y a une évidence à rappeler, Adrien Nonjon, c'est que le réservoir, je mets plein de guillemets, j'oublie pas ce que ça peut signifier pour les familles d'avoir des blessés ou des morts, mais le réservoir humain russe, il est sans commune mesure avec le réservoir ukrainien. Bien sûr, avec plus de 140 millions d'habitants, la Russie dispose d'un vivier massif, d'autant plus, et ça se voit d'ailleurs dans la façon dont ils traitent les soldats et organisent leur stratégie. C'est pas seulement des manœuvres de contournement, des taux, etc. C'est le rouleau compresseur, comme pendant la Première Guerre mondiale. On envoie vague après vague des gens littéralement à la mort, afin d'épuiser à la fois les Ukrainiens sur le plan psychologique, physique, mais aussi en termes de munitions. C'est la stratégie qui guide la Russie depuis le début de cette offensive. Mais est-ce que c'est pas, Patricia, quand même aussi ce différentiel, une des limites auxquelles Vladimir Poutine se heurte forcément dans sa volonté de ne rien lâcher? Il y a un moment où le réservoir, la capacité de mobiliser de nouveaux soldats ou de remplacer ceux qui sont sur le front depuis bientôt 3 ans et demi, ça devient quasi impossible. Alors, c'est une des difficultés qu'a l'armée ukrainienne. Elle a même de la difficulté à former ses hommes et à les former dans des brigades cohérentes. Il y a eu beaucoup d'incohérences parce qu'il y avait des morceaux qui étaient en gros remplacés, mais qui avaient été formés par, mettons, les Français, alors qu'un autre morceau avait été formé par les Anglais. Et on mettait tout ça dans le même pot et c'était un peu difficile, même si c'est l'énorme temps, à faire marcher tous ces gens-là ensemble. Donc il y a eu des vraies difficultés. Ce que je dirais aujourd'hui, ce qui inquiète les Ukrainiens, c'est qu'ils voient quand même 50 000 Russes, plus de 50 000 Russes, des renforts qui sont arrivés près de Soumy. Et on parle toujours de cette fameuse offensive qui pourrait arriver maintenant, durant l'été, on ne sait pas. Et encore plus dans la région plus au sud, dans un autre endroit plus au sud, il sera plus de 100 000 aussi. Et donc, c'est bien pour ça, voyant ces renforts massifs dans 2 endroits qui sont essentiels pour les Ukrainiens, qu'ils ont d'ailleurs demandé à se retirer de la Convention d'Ottawa sur les mines. Parce que quand il n'y a plus d'hommes, les mines
partie personnelle, excusez-moi. Quand il n'y a plus les hommes, on mine aussi. Parce que pour freiner il faut bien qu'on freine. Et la grosse peur de tous les stratèges qui se veulent un peu objectifs, c'est que le jour où il y a une percée russe, on avait parlé, souvenez-vous, il y a 2 ans, de la fameuse percée que devaient faire les Ukrainiens sur le front russe, qui ne s'est pas passé. Eh bien, si en cas de percée russe, la résistance ukrainienne qu'on ne cesse de vanter et qu'on ne cesse d'admirer, peut aussi avoir des limites, parce qu'il y a bien des hommes au front qui disent qu'ils sont un peu fatigués d'être là et qu'ils ne sont pas relevés. Donc cette absence de relève et de sang neuf, effectivement, peut peser s'il y avait une réelle percée du front russe. Alors justement, on essaye d'évaluer et on s'appuie sur le travail de nos confrères du Monde, les décodeurs du Monde. Regardez cette carte qu'ils ont réalisée qui montre l'évolution des troupes russes qui grignote lentement mais sûrement du terrain. On va la voir, cette carte, je pense qu'elle arrive là, voilà. Qui grignote lentement, sûrement du terrain. Alors là, on est depuis le début de l'année 2024. On a décidé de prendre ce point de départ et donc évidemment c'est en rose et on voit la progression des territoires occupés, gagnés par la Russie depuis 18 mois. Est-ce que ça veut dire, Lucas Manget, que... Alors, c'est peut-être absurde ce que je vais dire, mais que Volodymyr Zelensky est un peu contraint à un moment de dire « Ok, il faut que cette guerre s'arrête et donc j'accepte un cessez-le-feu ». Je dis c'est absurde parce qu'encore faut-il que Poutine accepte de le proposer. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, votre question n'est pas du tout absurde, mais si vous voulez, il y a 2 volontés différentes. À l'heure où on se parle ce soir, l'ordre qui a été donné par Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, de prendre Kiev, de déposer le gouvernement et d'installer un gouvernorat russe à Kiev est toujours en vigueur. Cet ordre n'a pas bougé et les généraux russes suivent les ordres. Ceux qui ne les suivent pas, de toute façon, sont démis de leur fonction. Donc l'ordre de prendre la ville de Kiev et de renverser le gouvernement ukrainien accusé d'être nazi et corrompu est toujours en vigueur. Donc comment voulez-vous que Zelensky, peut-être qu'à un moment, il l'a d'ailleurs évoqué... Pour pas perdre encore plus de territoire. Oui, il l'a évoqué à plusieurs reprises, il a comment dire, tendu des perches en se disant, y compris auprès de sa propre population, en disant peut-être qu'un jour, il faudra qu'on renonce au Donbass. Bien sûr, pour toutes les questions qu'on vient d'évoquer, il y a un moment, il n'y a plus de réservoir d'armes, et en face, on n'a même pas évoqué la Corée du Nord, qui est en train de réenvoyer des milliers de soldats sur le front ukrainien. Donc, et l'alliance russo-nord-coréenne, elle est très importante. Il y a eu beaucoup de morts dans le premier contact. Oui, mais ils en renvoient et ils fournissent énormément d'obus. Donc, face à ça, et peut-être qu'à un moment, Zelensky dira « Ok, on prend une carte et peut-être que ça se fera en Turquie pendant des mois de négociations. » Mais il ne faut pas oublier que des négociations de paix, d'armistice, il y en a une. Celle, par exemple, pour la guerre de Corée. Ça a été 2 ans et demi de négociations pour arriver à l'armistice de Panmunjom en 1953. Mais pendant ce temps-là, la guerre continue. La guerre continue, évidemment. Elle continue pas de la même manière. Mais bien, Zelensky sera peut-être poussé par sa population à un moment. Parce qu'il faut voir ce que c'est que le Donbass. On parle de choses, on voit des cartes. Mais aujourd'hui, le Donbass, ça ressemble au paysage en 1918 dans les Ardennes. C'est rasé. Il ne reste plus rien. Les villes sont rasées les unes après les autres. La méthode russe, c'est de bombarder, raser. Donc, ce sont des endroits de toute façon où la vie va avoir du mal à reprendre. À un moment, peut-être que les Ukrainiens et des conseillers et la population vont dire à Zelensky « Stop, on arrête ». Mais en face, pour l'instant, il n'est pas question de ça. Ouais, votre avis, peut-être que le deuil du Donbass en partie était déjà fait par les Ukrainiens ou pas ? Je crois que le deuil du Donbass est ancien. Je vais même être paradoxal parce que vous savez, la guerre du Donbass a commencé en 2014. Et à cette époque-là, une grande partie de la population, moi je l'ai couverte, cette partie-là, une grande partie de la population qui était pro-ukrainienne au sens où on l'entendait à Kiev, a fui. Donc ne reste dans cette partie du Donbass que plus ou moins une population très pro-russe, russophile et pro-russe. Et donc... reprendre cette partie, regérer et gérer à nouveau sur un plan politique cette partie ne serait pas simple du tout pour Kiev. Donc ce que ne veut pas Kiev, c'est... Sauf que, pardon de vous interrompre, mais ça va au-delà du Donbass, évidemment. Bien sûr, alors le problème, c'est que ça va... non, pour l'instant, les 4 oblasts ne sont pas, les fameuses 4 régions que veut Vladimir Poutine ne sont pas conquises, mais ce que veut Vladimir Poutine, et que ce que veut ses conseillers, l'un d'eux, un des généraux importants de l'armée russe, vient de déclarer, de toute façon, Odessa, c'est pour 2026. Donc...
ils ne vont pas s'arrêter aux 4 oblasts que réclame Vladimir Poutine. Ils veulent aller plus loin, ils veulent un régime soit fantoche, soit totalement à leur solde. Et après l'Ukraine, ils veulent quoi ? Ah oui, c'est une question que les Européens se posent, évidemment. Adrien Nonjon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais dans cette équation, il faut peut-être remettre du Donald Trump et la volonté de Donald Trump, ou ce rêve de Donald Trump qui se voit en faiseur de paix et donc en prix Nobel. Oui, bien sûr, mais néanmoins... Donc ça peut accélérer ce calendrier, Ça peut accélérer ce calendrier, mais je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, marche sur des œufs. Moi, je ne suis pas forcément entièrement d'accord sur le fait que les Ukrainiens aient fait le deuil du Donbass. Alors oui, c'est vrai que moi, quand j'étais en Ukraine, au moment des premières escarmouches, on avait des gens qui disaient non, mais de toute façon, le Donbass est perdu. Voilà. Néanmoins... politique. Bien sûr, mais même en politique, on avait des gens qui disaient il faut larguer le Donbass, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Néanmoins, le fait de signer une paix selon les principes posés par Vladimir Poutine et Donald Trump peut être très mal interprété par une grande partie de la population, à commencer par les vétérans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont versé le sang, qui ont pris les armes et qui ne voudront pas le faire arrêter, ne voudront pas arrêter si le plan est défavorable. Donc Volodymyr Zelensky n'est pas non plus à l'abri, moi je le dis souvent, d'un nouveau Maïdan qui cette fois-ci ne verra pas se rassembler de jeunes étudiants europhiles, mais plutôt des vétérans de cette guerre qui ne voudront pas de capitulation. Oui, une guerre qui est vraiment la guerre des drones. On y a consacré un débat entier, donc j'y passe très peu de temps en toute fin de discussion avec vous. Mais ce chiffre quand même qui est frappant, l'armée russe a lancé près de 5000 drones contre l'Ukraine seulement au mois de juin 2025. Et c'est 15 fois plus qu'au cours de la même période de 2024. Donc là, on prend conscience de ce que ça représente et on prend conscience aussi en écoutant ce tireur d'élite ukrainien qui s'entraîne justement à échapper aux drones. Maintenant, nos yeux sont toujours rivés vers le ciel, armes prêtes, et nous conduisons en observant. Quand nous voyons quelque chose, nous tirons. Je vois tout de suite s'il s'agit d'un drone russe ou d'un drone à nous. Les tactiques sont différentes, je le vois tout de suite si c'est un drone hostile. Lucas Manget, s'il y a une percée russe effectivement pendant cet été, elle se fera avec des drones et avec beaucoup d'hommes aussi. C'est ce qui se prépare. La grande particularité de la guerre en Ukraine, c'est que c'est un mélange de la guerre de 14 et d'une guerre de 2025. C'est-à-dire de tranchées, d'artillerie, de gens qui meurent dans des tranchées littéralement et, on l'a évoqué tout à l'heure, d'une grande ingéniosité de part et d'autre. Les drones sont très très utilisés des deux côtés. Les Russes en plus ont appris, grâce aux Iraniens, à en fabriquer à très grande échelle et très rapidement. Et depuis quelques semaines, utilisent massivement un outil très dangereux pour les Ukrainiens, qui sont des Russes, sans rentrer dans la technique, des drones filoguidés. C'est-à-dire que ce sont des drones qui tout simplement sont suivis par un fil de fibres. Qui permet d'échapper au brouillage. Qui permet d'échapper au brouillage et les fils sont de plus en plus longs et ça permet de faire de plus en plus de dégâts côté ukrainien. Michael. La formule est vraiment frappante, c'est-à-dire une guerre de 14 et à la fois de 25, et moi je rajouterais avec une diplomatie de 40. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que ce que dit Patricia, la question de Patricia tout à l'heure, jusqu'où repose la question de comment parle-t-on à Poutine et à qui parle-t-on quand on parle à Poutine. Mais l'ingéniosité de ces armées est incroyable. Regardez les Russes maintenant. On pourrait penser qu'on est dans l'ère de l'intelligence artificielle pour les drones, mais comment lancent-ils leurs hommes à moto ? Ils sont en train de négocier avec les Chinois 200 000 motos pour faire leur nouvelle brigade pour attaquer les positions russes. Alors si on n'appelle pas ça jeter des hommes pour être tués, je ne vois pas comment on peut appeler ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais rappeler les titres de vos livres. Patricia Lémonnier, Au cœur du chaos, c'est aux éditions Artaud. Le régiment Azov, nationalisme ukrainien en guerre, aux éditions du CERF. Adrien Nonjon. Et puis votre documentaire, Lucas Manget, co-réalisé, je le rappelle, avec Emmanuel Carrère, Des trains dans la guerre, disponible sur la plateforme France.tv. Je vous dis merci encore une fois et à bientôt sur Public Sénat.